Bonjour et bienvenue sur l'espace YouTube dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'humanité dans son ensemble. Euh, c'est pas un groupe humain qui, voilà, qui parviennent à l'apothéose de l'humanité pendant que les autres euh, seraient détachés de ça. En réalité, euh, tout ce que, toutes les appartenances euh, inférieures, on va dire, l'appartenance à notre familiale, à notre clan, à notre village, à notre tribu, à notre pays, à notre nation, à notre ethnie, à notre communauté religieuse, toutes ces appartenances-là, et qui font que les nations entre elles, par exemple, sont en compétition, les villages entre eux en compétition, les tribus, etc., etc. Les pays, les nations, les communautés religieuses, il y a une sorte de compétition qui peut aller vers la guerre aussi. Ça peut être l'émulation, ça peut être des compétitions respectueuses, comme les Jeux Olympiques, et puis ça peut être des compétitions féroces et, et tueuses comme la guerre, etc. Et donc, euh, ces appartenances, c'est une illusion, c'est une ruse de la raison pour nous pousser à construire l'humanité, à construire cet état de perfection que nous construisons. Mais en réalité, ce qui donne du sens, la seule chose qui donne du sens à chaque être humain qui passe sur cette terre, c'est l'humanité dans son ensemble. Tout ce que nous faisons, du moment où nous naissons jusqu'à notre mort, tout revient à l'humanité. On croit que ça revient à notre famille, à notre clan, mais dans la réalité, ça revient à l'humanité. Même si, voilà, je construis une maison, je la donne, c'est pour mes enfants, je la donne à mes enfants, qui la donneront peut-être à leurs enfants, etc. Et puis au bout de 10 générations, c'est terminé. La maison, elle est passée dans d'autres mains, peut-être à un autre niveau. Ce qui était le village est englobé dans autre chose, etc., etc. Même les nations peuvent se fondre dans quelque chose de plus grand. Donc, au final, ce qui donne du sens à la présence d'un être humain sur cette planète, c'est l'humanité dans son ensemble. Voilà, nous appartenons à l'humanité et c'est la seule chose qui donne du sens à notre présence. On a dû, pour, euh, pour, pour développer la réflexion sur l'individu, sur l'être humain, on a dû développer, survolter un peu l'individualisme. C'est ce qu'on vit depuis un siècle, en gros, et depuis 30 ans, depuis le néolibéralisme, avec un excès complètement forcené, cet individualisme. Mais en réalité, on n'est rien sans cette humanité. Et quoi qu'il arrive, même si on parvient à survolter notre égocentrisme absolu, à pousser notre narcissisme, à le montrer à la face de l'humanité tout entière, à devenir une sorte d'individu X, comme ce qu'a mis en avant, par exemple, Andy Warhol, avec Mao Tse-tung, Marilyn Monroe, etc. Tout le monde connaît ces icônes, on arrive à être des icônes comme ça, mais en réalité,
leur travail, leur passage sur cette planète, elle est pour l'humanité tout entière. Et ce travail d'icône, il ne revient pas, par exemple, aux États-Unis pour Marilyn Monroe. C'est pas les États-Unis qui sont les bénéficiaires de cette icône en réalité. C'est pas Marilyn Monroe en elle-même, c'est pas les États-Unis, c'est pas etc. C'est l'humanité. Par ce biais, l'humanité se soude. Voilà, c'est un des moyens de souder l'humanité, comme la mode qui devient universelle, même si elle naît en Angleterre ou en Amérique ou ailleurs, et ben, elle finit par être récupérée par l'ensemble de la planète et par unifier, par travailler à l'unification de l'humanité. Voilà. Donc c'est bien l'humanité dans son ensemble qui est le plus important. Alors, pour éclairer toutes ces théories, je m'appuie sur des bouquins que je chine au hasard de temps en temps de mes pérégrinations sur des vides-greniers. Alors par exemple, cet ouvrage-là, donc j'étais un peu en train de travailler là-dessus. Je l'ai acheté il y a quelques années en arrière et je ne l'avais pas lu. Et donc là, je vais m'appuyer sur la lecture du dernier chapitre. Je découvre en même temps que je le lis. Le chapitre 20, l'idée de civilisation, le problème de la liberté, l'être et la valeur, l'homme et sa destinée. Et je vais prendre j'en suis au moment de l'être et la valeur. Donc je lis, je découvre en même temps que je lis et je commente éventuellement. Alors on a longtemps défini la métaphysique comme la science de l'être en tant qu'être, c'est-à-dire comme la spéculation sur l'essence ou les essences par opposition aux existences. Alors ça serait le fondement, la métaphysique, le fondement, ce qui est immatériel ou ce qui est immuable dans chaque être humain. Dans chaque être, ce qui fait son fond, okay, voilà, et qui au fond, justement, est relié à la création. Ce qui nous relie à l'univers, à la création de l'univers et à cet univers. Donc, s'efforçant de dépasser ce qui est l'objet de nos perceptions, de nos adaptations, l'homme métaphysicien tend au-delà la saisie d'un invincible, d'un invisible, d'une présence cachée au cours d'une action qui franchit le monde des apparences pour trouver la raison des choses et en donner la représentation par excellence. Voilà. Et c'est pourquoi, par exemple, cette idée que c'est l'humanité qui donne du sens et qui compte en fait pour chaque être humain, on pourrait le rattacher à la métaphysique. La métaphysique, évidemment, c'est les grandes questions existentielles. C'est la question de savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort, voilà, pourquoi nous sommes, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, etc. Et c'est la même chose avec le fondement de l'humanité, de l'être humain, ou à quoi il est rattaché. Et donc je pense que quand je parle de ça, quand je pousse l'idée que c'est l'humanité qui évolue vers son ultime perfection, et que c'est ça qui est à éclairer, en fait, bien entendu que individuellement, l'homme doit chercher à s'améliorer et éventuellement à chercher à atteindre la perfection, c'est-à-dire à... voilà, l'ascète, c'est ce qu'il cherche. Le moine tibétain, celui qui cherche à atteindre l'éveil dans le bouddhisme ou dans le zen ou dans le soufisme, etc.,
et qui parvient à atteindre cet état de sagesse absolue, la sagesse absolue, ben, il le fait pour lui-même. Évidemment que c'est l'individu qui est important dans cette chose-là. Mais ce qu'il va faire, même s'il le réalise, au fond, ça va revenir au patrimoine de l'humanité dans son ensemble. Il va servir d'exemple, il va être une sorte d'icône. Peut-être qu'il va écrire sur son expérience et ça va devenir tous les livres que nous sommes, qu'on a sur ces expériences d'extase, par exemple d'éveil ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est l'humanité au fond qui en profite. Autrement dit, l'affirmation de l'être suppose la systématisation d'une expérience d'un genre spécial, une sorte d'épreuve de la liberté, au bout de laquelle la connaissance et l'action coïncideraient dans une participation au principe de toute réalité. La connaissance et l'action, si elles parviennent à se vivre dans le même instant, c'est, à mon sens, c'est l'extase dont il parle. En fait, l'emploi même du mot être au sens fort, par quoi tout ce qui est invoqué et en même temps stabilisé, montre à quel point tout langage, toute structure mentale est tributaire de l'attitude métaphysique. Et à ce moment-là, être total, si on était quand on atteint le fait d'être, uniquement être, donc ne pas avoir, ne plus qu'on touche le fondement de ce que nous sommes, hors de toutes les apparences que nous pouvons donner. Je suis monsieur un tel, j'ai tel pouvoir, j'ai telle qualité, telle forme, etc. En dehors de tout ça, l'être que nous sommes dans le fondement de nous-mêmes, si nous atteignons cet état-là, que nous parvenons à l'incarner, à le vivre, eh bien nous sommes dans l'état d'extase. Et nous sommes à ce moment-là l'être. Et le divin, c'est l'être. Je suis celui qui est. C'est ça qui est donné comme image du divin. Et donc, être en tant qu'individu, c'est accéder à l'incarnation du divin. Voilà, je continue. Ce qui est, EST, ce qui est, disent simultanément le logicien et l'homme de la connaissance commune. Et par là, nous entendons qu'il y a de la réalité véritable en tout ce qui se trouve ainsi désigné. Ainsi, l'être enveloppe tout ce qui est, créant un lien entre l'essentiel, l'existant, le réel impliquant, le sujet et l'objet dans un ensemble de rapports dont la clé se trouve quelque part, dont on ne doute pas qu'elle soit. Le mot affirme, pose, constate, sans se prononcer nécessairement sur la nature de l'être, mais en ne cessant de développer la participation à l'être, si bien que toute philosophie est avant tout une forme de cette participation même, même si elle n'aboutit pas à une représentation explicite d'un univers clarifié, installé, unifié dans la diversité même de ses manifestations. Bon là, je me suis perdu un peu à travers cette lecture. D'ailleurs, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée la deuxième partie de ce chapitre. Merci de votre écoute et comme d'habitude, si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, écrire des commentaires, etc. Je suis un peu fatigué, je suis désolé. Ça donne des vidéos un peu bizarres, mais c'est comme ça. Merci de votre écoute, au revoir.